Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui dans cette vidéo que je fais sur les clans de Vampire la Mascarade 5e édition, nous allons parler des Banu Hakim. Ces derniers sont tiraillés entre leur soif héréditaire de sang vampirique et leur passion pour la justice. Donc, basés dans leur forteresse cachée d'Alamut au Moyen-Orient, ils sont traditionnellement, considérés par les vampires occidentaux comme de dangereux assassins et des diabolistes, donc des vampires mangeant et suçant le sang des autres vampires. Mais en réalité, ce sont des gardiens, des guerriers, des érudits qui cherchent surtout à se distancer du djihad, soit la guerre vampirique. Donc, tout au long de leur histoire, ils sont restés un clan autosuffisant et indépendant, bien qu'ils aient décidé tout récemment de se joindre à la Camarilla. Donc, ce sont des arbitres sévères. Ils se consacrent farouchement au respect d'un code moral clair, pour eux du moins, et vont embrasser des mortels capables d'évaluer et de gérer les menaces, de faire respecter les lois, les traditions et de punir surtout les transgresseurs. Donc, les Banu Hakim sont connus sous le nom de juges et leur sang suscite la passion pour une certaine forme de justice. Donc, beaucoup croient en un code strict. Les tenants d'une secte, un code d'honneur personnel, des règles d'une nation, les règles d'une religion ou tout ensemble de règles selon lesquelles les Hakamites vivent. Donc, ce n'est pas un code pour tous les Banu Hakim non plus. Bien sûr, un vampire cynique dira que c'est simplement un clan qui cache sa soif de diablerie et sa violence derrière la vertu et le jugement de ce qui est bien et mal. Donc, à la vue des Banu Hakim, si quelqu'un est coupable, il mérite d'être vidé de son sang. Les disciplines auxquelles ont naturellement accès les Banu Hakim et l'utilisation qu'ils en font sont premièrement la sorcellerie du sang. Donc, cette discipline est utilisée pour principalement empoisonner les lames qu'ils utilisent, utiliser leur sang comme une arme aussi contre les autres, autant mortels que vampires, ainsi que pour filtrer la vérité dans le sang qu'ils consomment. Donc, ils gardent leur secret aussi liés à la sorcellerie du sang, très près n'en feront pas une grande publicité, on pourrait dire. Ensuite, la célérité donne la capacité de se déplacer, de réagir extrêmement rapidement, ce qui est, en fait, clairement plus rapidement de ce qui est humainement possible, et ça leur permet aussi donc de porter un jugement sans aucune hésitation et plus vite que la personne pourrait réagir. Finalement, l'occultation, c'est la façon dont ils se fondent dans les ombres, ils disparaissent en cas de besoin. C'est une discipline qui est utile dans les moments où ils souhaiteraient être témoins aussi d'un crime et ne pas être repérés avant de porter leur propre jugement. Leur fléau est la dépendance au sang. Donc, lorsqu'un Banu Hakim élimine au moins un niveau de soif en buvant un autre vampire, il doit faire un test de frénésie de la faim de difficulté de 2 plus la sévérité du fléau. Donc, s'ils échouent, ils doivent se gaver de l'avidité du vampire, ouvrant ainsi la porte à une éventuelle diablerie, ce qui est un gros no-no dans la Camarilla. Il est aussi possible de jouer avec une variante du fléau, soit le sang nocif. Donc, le sang des Banu Hakim serait toxique pour les mortels, mais pas pour les autres vampires. De ce fait, les mortels reçoivent des dégâts aggravés égales à la sévérité du fléau du vampire pour chaque exaltation de sang, équivalent au sang consommé. Donc, lorsqu'un Banu Hakim se nourrit d'un mortel, il lui fait également des dégâts aggravés. Aussi, le sang des Banu Hakim ne peut pas être utilisé pour soigner les blessures à un mortel. Au niveau de la compulsion, les Banu Hakim portent des jugements. Donc, c'est leur marque, c'est le trait de ce clan-là. Donc, pressé de punir un malfaiteur, le vampire doit apaiser sa faim sur quiconque agit à l'encontre de ses propres convictions.
Donc, ne pas le faire va entraîner une pénalité de 3D à tous les lancers jusqu'à ce que la contrainte soit satisfaite ou que la scène se termine. Si la victime du Banu-Hakim à ce moment-là est un vampire, le fléau s'applique. Les archétypes qu'on va retrouver dans le clan Banu-Hakim sont premièrement l'avocat. Donc, un avocat doté d'un sens aigu de la justice, prêt à apporter cette justice-là à ceux qui en ont besoin. Donc, c'est des personnes qui vont travailler souvent sur des affaires impossibles à gagner. Ils vont représenter les clients les plus opprimés. Donc, la soif de justice, elle est réelle et c'est des gens qui vont vraiment se battre corps et âme pour l'obtenir. On retrouve aussi le shérif local, donc un gardien dans un environnement relativement limité, donc une ville relativement petite. On peut parler d'une petite ville, même un district, si on parle d'une plus grosse ville. Et donc, c'est une personne qui ressent la nécessité de protéger les citoyens sous sa gouverne ou sous sa protection, là, coûte que coûte. À l'opposé, on va aussi retrouver le tueur à gages. Donc, implacable dans sa tâche, le tueur à gages est capable d'atteindre ses objectifs, est capable même de dépasser ces derniers. Leur credo les pousse parfois à prendre des contrats supplémentaires pour des raisons personnelles. Finalement, on retrouve aussi le leader en réadaptation. Donc, leur vie personnelle a façonné leur philosophie. Ça les a incités à aider ceux qui recherchent l'aide en général, là, donc ceux qui recherchent cette aide-là, et à s'attaquer à ceux qui ne veulent pas être aidés. Au niveau de la culture du clan, jusqu'à tout récemment, le clan était fortement unifié, basé dans sa base ancestrale à Alamut. Donc, traditionnellement, le clan était dirigé par l'aîné et était soutenu par les Duat, qu'on appelait, et le clan s'est concentré vraiment sur lui-même. C'est très peu mêlé, on pourrait dire, aux autres clans et même aux affaires des autres pays, aux autres régions. Donc, le clan envoyait ses assassins collecter du sang pour aussi faire des potions alchimiques nécessaires pour des expériences des sorciers vampires qui tentaient de briser la malédiction du sang. Les Banu-Hakim n'ont jamais formellement non plus défini de position dans leur clan, à part ce que j'ai mentionné là plus haut, donc ce qui entourait l'aîné. Par contre, on retrouve, on pourrait dire, 3 castes différentes, et les guerriers ont développé une série de rangs qui représentent la position d'un individu au sein de la caste des guerriers. On retrouve aussi les sorciers et les vizirs, donc les 2 autres castes, qui, eux, pour leur part, ont maintenu plus une forme de système de coopération, ou plus un classement là, académique et professionnel, donc pendant tous les siècles que le clan a vécu. Donc les 3 castes des Banu-Hakim peuvent être considérées comme des variantes presque distinctes de clans, au fin des relations père-enfant, donc sire-enfant, là. Donc, un guerrier va engendrer nécessairement un guerrier, un vizir va engendrer nécessairement un vizir, et ainsi de suite. Donc, par défaut aussi, les personnages joueurs qui prennent le clan des Banu-Hakim sont supposés appartenir à la caste des guerriers. Toutes les mécaniques sont données pour le clan, Banu-Hakim dans son ensemble, sont vraiment pour le clan des guerriers. Donc, on parle des disciplines, les faiblesses, tout ce qui entoure les mécaniques, là, c'est vraiment fait dans cette optique-là. Donc, quelle que soit la position de chaque Banu-Hakim, ils vont tous adhérer à un certain type de code strict, qu'il s'agisse de lois sur le sang, d'éthique personnelle, de règles gouvernementales ou de règles religieuses. Ça signifie pas qu'ils sont pas libres, qu'ils n'ont pas de jugement là, et qui n'ont pas d'intérêt personnel. Donc, c'est des codes de conduite pour eux qui vont être une méthode d'autorégulation pour contrôler leurs désirs liés au sang vampirique. C'est vraiment ce qu'ils aident dans leur
tête ou dans leur modus operandi à garder dans leur tête le droit chemin. Donc, l'instinct des Banu Hakim de trouver des coupables est intrinsèque aussi à leur sang vampirique. Et c'est pas lié à une religion non plus quelconque. Ceux qui sont coupables de toute transgression propre à leur code moral doivent être punis. Et la punition peut même inclure soit le retrait de la non-vie, donc tuer un vampire, par la diablerie. Donc, c'est quelque chose qui est quand même propre au clan Banu Hakim. La diablerie est vraiment mal vue dans plusieurs clans de vampires, dans les sectes en général. Dans la Camarilla, c'est très encadré. Même le sabbat avait tendance à l'encadrer, même si c'est un peu mieux vu. Mais en général, c'est quelque chose qui est très, très, très mal vu. Pour les Banu Hakim, c'est un mode de vie beaucoup plus commun. Aussi, c'est à noter que les Banu Hakim ne sont plus liés à un contexte culturel ou géographique maintenant. Donc, avec le temps, avec les siècles qui ont passé, ils sont quand même sortis de leur pays, de leur base secrète et se promènent maintenant à travers le monde. Dans l'ensemble, les enfants de Hakim se tiennent à l'écart des querelles politiques des autres vampires. C'est dû en partie au départ à cause de la géographie, parce qu'ils étaient quand même assez isolés au Moyen-Orient, du moins avant l'avènement des transports mécanisés qui a permis d'explorer le monde, là. Mais surtout dû à un subtil sentiment de supériorité. Donc, on pourrait dire là, qu'ils n'ont pas... Les Banu Hakim ne vont pas s'étouffer dans leur humilité non plus. Les enfants de Hakim aiment sentir qu'ils n'ont pas besoin de recourir à la politique pour atteindre leurs objectifs. Ça ne veut pas dire non plus qu'un membre de ce clan-là est incapable de subtilité. De nombreux vizirs du clan ont obtenu des grands succès en fait dans l'arène politique au niveau des différentes nations, mais plutôt que la culture clanique, oui, telle qu'elle est prédisposée à des solutions plus directes, voire plus violentes. Bien entendu, l'isolement politique des Banu Hakim a aussi eu des effets ou des inconvénients, en fait. Donc, leur absence des intrigues du monde des damnés signifie qu'ils se sont fait moins d'ennemis, mais aussi qu'ils se sont fait moins d'alliés en général, ce qui a entraîné nécessairement l'isolement du clan après la formation de la Camarilla. De plus, la plupart des Assamites, donc leur ancien nom, qui sont devenus les Banu Hakim, sont plutôt inexpérimentés dans les jeux de pouvoir et les jeux de prestation qu'on va retrouver depuis des millénaires parmi les autres clans vampiriques. Donc, la culture du clan met généralement l'accent sur les relations enfant-sire, donc père, vampire et enfant, pour le mentorat et dans les méthodes de sorcellerie du sang. Donc, la diaspora du clan au cours des dernières années là, a rendu ça un peu plus difficile. Ce type de culture clanique-là récompense aussi beaucoup la réussite des Akamites et habituellement, leurs actions sont vraiment dirigées vers un objectif clair. Contrairement à certains clans qui vont exalter la lignée, la tradition, les Banu Hakim se concentrent davantage sur les actes. Donc, ils sont moins dans la réputation liée à la lignée de vampires, par exemple, comme les ventrus peuvent le faire, mais ils vont vraiment juger les vampires aux actes qu'ils commettent eux-mêmes. Ça pousse de nombreux Banu Hakim, d'ailleurs, à être pragmatiques et à savoir quand se faire des alliés en fonction de leur agenda personnel. Les coteries composées seulement de Banu Hakim, donc, ont généralement un objectif commun clair et vont souvent se dissoudre après que cet objectif-là a été obtenu. Le clan lui-même est très diversifié, composé de nombreux types différents d'hommes de loi, d'érudits, de juges, de justiciers.
Justiciers, oui. Les Banu Hakim cherchent généralement à adopter ceux qui excellent en stratégie et en réflexion, ainsi que ceux qui sont capables de rendre cette justice. Donc, au cours des nuits les plus récentes, ils vont principalement cibler les mortels capables de faire face aux menaces et de faire respecter les lois et autres traditions par la force, soit la force physique ou la force de leur personnalité aussi. Donc, c'est pas rare qu'ils recherchent des anciens combattants pour leur capacité à se battre, nécessairement, et pour avoir une chance aussi de donner une chance de rédemption aux anciens combattants. Le clan a aussi tendance à observer les nouveaux-nés potentiels avant de permettre à un membre du clan d'engendrer une progéniture. Donc, même si la nécessité exige parfois qu'un nouvel enfant naisse rapidement, les Banu Hakim préfèrent se réserver un temps pour l'observation, voire l'apprentissage. Donc, il essaie généralement d'embrasser quelqu'un qui va être utile au clan dans son ensemble. Ça signifie plus souvent qu'autrement quelqu'un qui est prêt à se battre et à mourir pour les objectifs du clan. Finalement, les Banu Hakim vont généralement choisir des personnes qui ont une personnalité un peu obsessionnelle pour l'étreinte. Donc, comme ils sont généralement impliqués soit dans la traque de mécréants, soit dans la conduite de recherches obscures, ils ont tendance, les personnes qui faisant partie du clan ont tendance à être des individus très motivés. Donc, c'est aussi ce qu'ils vont chercher. Ça conduit donc souvent les Banu Hakim à choisir des individus fanatiquement dévoués à une cause, une religion, une théorie ou à une activité quelconque. Ainsi, on peut dire que les Banu Hakim sélectionne des enfants qui vont être désireux de poursuivre leur proie, peu importe le temps que ça va prendre ni la distance à parcourir. La proie, on s'entend, peut être une cible physique, comme ça peut être l'obtention d'un savoir obscur ou la poursuite de la perfection d'une forme d'art. Donc, c'est vraiment voir des gens très obsessionnels à atteindre leur but. Concernant la société mortelle, de nombreuses rumeurs circulent autour des Banu Hakim. Une des plus populaires est, dans les cercles vampiriques, est l'idée selon laquelle les Banu Hakim ne seraient que des mercenaires qui ont un fort goût pour la vitesse et qu'ils ne se mêlent jamais de la société mortelle. Toutefois, les législateurs, les criminels aussi, constituent un secteur privilégié sur lequel le clan va exercer une influence. Avec les riches familles d'Arabie que le clan a infiltrées et manipulées, ça leur a valu quand même beaucoup de liens à ce clan vampirique-là parmi la société mortelle. Donc, autant la pétrochimie pour gagner de l'argent, les banques pour l'espionnage financier, les télécommunications pour mieux crypter les messages, les hôtels de luxe pour de l'exclusivité, pour gagner plus d'argent. Donc, c'est quand même un clan qui est bien infiltré dans la société mortelle, mais aussi avec des objectifs clairs à travers ces liens-là. Leur tendance à tout faire pour atteindre leur but et surtout suivre les lignes très strictes par rapport à leur cadre moral, fait qu'ils ont tendance à traiter les humains vraiment comme des outils, voire des esclaves, pour atteindre leur but. Donc, leurs serviteurs, leurs membres de troupeaux, desquels ils vont s'abreuver, sont souvent choisis parmi les services de police, les services de sécurité privée, d'autres domaines et entreprises chargées donc de l'application de la loi. Beaucoup sélectionnent également des membres du crime organisé pour constituer leur entourage. Donc, les Banu Hakim vont pénétrer ces secteurs-là de manière très pragmatique et éventuellement vont peut-être finir par étreindre autant des criminels que des officiers parce qu'ils vont considérer que c'est des atouts précieux à conserver. Donc, quand il est nécessaire de faire preuve de discrétion et qu'un mortel soit réduit au silence, par contre, les Banu Hakim vont exercer leur influence sur les mortels pour le faire et ils vont avoir aucune culpabilité à le faire. Dans la société vampirique, le clan Banu Hakim se remet tranquillement actuellement d'un important schisme au sein de leur propre clan.
Cette crise-là, dans le fond, a mis les Hashira, qui est l'équivalent, on pourrait dire, un peu là, de la Camarilla au Moyen-Orient, et le clan dans une situation politique plutôt difficile. Et la Camarilla a commencé à avoir l'air très attrayante pour les Banu Hakim. Donc, une union avec la Camarilla était plus souhaitable que jamais, et le départ des gangrels et des brouhahs a laissé un trou, on pourrait dire, dans la secte. Donc, il y avait besoin d'un clan qui était capable d'être protecteur et chasseur, pour lequel les Banu Hakim, dans le fond, étaient tout indiqués. Donc, c'est des tâches qui sont très aptes à remplir. Dans le passé, le clan comprenait de nombreux mercenaires, des tueurs à gages, des chasseurs de primes. Donc, moyennant un prix adéquat invité, un vampire ennemi connaîtrait une mort définitive. Aujourd'hui, leur rôle a plutôt changé. Donc, il y a une frange du clan qui a vraiment réussi à inciter et à convaincre la majorité à rompre avec ces anciennes habitudes-là. Donc, leur domination, on pourrait dire, de la loi et leur recherche des contrevenants, on a fait vraiment des membres idéaux pour la Camarilla qui tient à faire respecter la mascarade coûte que coûte. Dans les coteries mixtes, donc où on ne retrouve pas que des Banu Hakim, ces derniers peuvent se trouver amenés à définir les plans, orienter la coterie et les buts, pousser leurs camarades à l'action. Ils sont généralement attirés par des rôles dans lesquels ils peuvent déterminer l'orientation du groupe et interpréter les objectifs collectifs. Donc, c'est souvent les leaders des coteries. Ils tentent même d'être les leaders de la coterie, même si d'autres clans deviennent plus facilement ou sont facilement irritables face à des telles directives. Donc, on peut penser aux brouhahs ou plein d'autres clans, en fait, qui ne se font pas facilement dire quoi faire par quelqu'un d'autre. Les ventrus les laissent en bras de la même manière. Parfois, l'akamite peut rester dans sa coterie jusqu'à temps que l'objectif soit atteint, puis la quitter. Donc, comme j'ai dit, ils vont, un peu comme dans les coteries où il y a juste des akamites, vont se dissoudre par la suite. À ce moment-là, quand c'est une coterie mixte, ben le Banu Hakim, simplement, ou lui seul, peut quitter la coterie. Et donc, la poursuite d'objectifs personnels ou de leur agenda peut les conduire à devenir membres d'autres coteries par la suite. Mais ils ont tendance quand même à garder leurs anciens comparses de coterie comme des camarades ou comme des alliés potentiels. Donc, ils vont pas brûler les ponts non plus ou ils vont pas snobber leurs anciennes coteries pour autant. Donc, de nombreux akamites sont toujours en mouvement d'une coterie à l'autre comme ça, en poursuivant toujours leurs objectifs personnels ou du moins les objectifs du clan. Finalement, dans les nuits modernes, on retrouve les Banu Hakim principalement dans la Camarilla. Donc, il n'y a pas un long historique des Banu Hakim là, faisant partie des anarques refusant d'être dans la Camarilla parce qu'ils étaient très renfermés sur leur propre clan au Moyen-Orient. Donc, de nos jours, oui, on peut en retrouver dans les anarques, mais c'est plutôt rare. L'association avec la Camarilla étant même toute neuve et très récente. Voilà, ça fait le tour des Banu Hakim, les Assamites qu'on appelait dans les éditions précédentes. Si vous avez des questions concernant ce clan-là, n'hésitez pas de m'écrire en commentaire. Si c'est un clan que vous connaissiez bien ou au contraire que vous connaissiez pas du tout, posez des questions, dites des commentaires de ce que vous aimez de ce clan-là, ce que vous avez découvert. Si vous avez aimé la vidéo, petit pouce en l'air, c'est tout le temps encourageant. On est rendu un peu plus loin que la mi-chemin de toutes les vidéos sur les clans. Et finalement, si vous voulez pas manquer les autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Et vous pouvez venir sur Patreon voir toutes nos vidéos une semaine en avance. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, bon jeu de rôle et on se dit à la prochaine. Bye!